Toutes les interventions ce matin ont varié les échelles d'une manière assez extraordinaire, de la grande métropole à la petite parcelle, aux micro-interventions, ce qui prouve bien que le logement est bien au cœur du débat sur la constitution de la ville, mais ça, personne n'en doutait ici. Nous accueillons aujourd'hui Monsieur Bernard Blanc, donc le maître d'ouvrage de Aquitanis, et justement, je vais peut-être m'adresser à lui en premier, avant de passer la parole à Francine Faure, sur cette question de mixité, car dans toutes les interventions, mais je dis bien toutes, le mot mixité est revenu tout le temps. Alors ça a l'air d'être le maître mot aujourd'hui de l'urbanisme contemporain, le maître mot sur la question du logement, mais la question, est-ce que c'est vraiment possible? Parce qu'on a senti aussi les difficultés à faire émerger cette mixité. Alors vous, en tant que maître d'ouvrage, comment créez-vous les conditions de cette mixité? Alors je ne pense pas que ce soit le maître d'ouvrage qui puisse construire les conditions de la mixité, si on parle de mixité sociale, voire même fonctionnelle, sauf si il est aussi aménageur. Si c'est la mixité sociale qui nous intéresse, nous on a connu toute une période extrêmement passionnante où nous avions le grand bonheur de gérer des îlots résidentiels monofonctionnels, parce qu'ils n'étaient que résidentiels, et puis dont on n'osait même pas parler de mixité sociale, puisqu'on s'adressait à une catégorie extrêmement homogène de population à loger. Et puis à un moment donné a surgi de façon extrêmement prégnante la question de la mixité sociale, simplement parce que nos grands ensembles se sont déséquilibrés. On en connaît l'histoire, on connaît la période à laquelle c'est advenu, mais disons que nous, on a été un peu, à un moment donné, je vais dire, spectateurs de ça. On ne se posait pas la question de fabriquer de la mixité sociale jusque dans les années 80, et parce qu'elle était là, déjà, dans nos grands ensembles, vivaient à peu près toutes les catégories de la population, le maître d'école, le pompier, l'ouvrier, le contremaître, et puis à un moment donné, on a homogénéisé le peuplement de nos grands ensembles, et à un moment donné, tout ça s'est déséquilibré. Et aujourd'hui, effectivement, on reparle de recréer des conditions de la mixité. Nous, enfin moi, il me semble que si on souhaite de la mixité, il faut d'abord qu'il y ait un projet urbain qui se saisissent de cette question-là et qui donnent des conditions favorables à la création de la mise ensemble de populations différentes. Il se trouve qu'à Bordeaux, il y a des éléments qui ont été mis en place depuis de nombreuses années, notamment avec ce qui s'appelle les servitudes de mixité sociale, qui est un outil extrêmement factuel, précis, un instrument de gestion du territoire, qui se donne comme objectif de fabriquer de la mixité sociale. Le deuxième élément qu'on peut évoquer de la tentative de redonner de la mixité dans les grands ensembles, ce sont les objectifs de mixité sociale par une mixité de l'offre ou de présence de maîtres d'ouvrage différents dans les projets en rue, où là, c'était une condition non équivoque et sur laquelle il n'y avait rien à négocier, qui était de dire il faut remettre en jeu des parcelles de vos grands ensembles de façon à ce que puisse venir s'installer la foncière logement, le promoteur privé, qui est une hétérogénéité, une mixité de l'offre. Et on va se dire, derrière là, à l'échelle d'un petit quartier, à l'échelle d'un îlot résidentiel, nous refabriquons de la mixité. Voilà, donc je pense que nous, maîtres d'ouvrage et bailleurs sociaux, on est pour intervenir et reconstruire ou intervenir dans cette question de la mixité sociale. Nous sommes tributaires d'une ambition politique locale ou nationale, comme c'était le cas de l'ANRU, ou locale, comme c'est le cas à Bordeaux avec ce que j'évoquais des servitudes de mixité sociale. Mais voilà, c'est tous les acteurs qui doivent travailler cette question-là et nous donner, nous, les possibilités, ainsi qu'à d'autres acteurs du logement, d'intervenir. Après se pose juste la question de est-ce qu'aujourd'hui, en l'état, notre société souhaite la mixité ? C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a plutôt tendance à se regrouper par catégorie sociale et que le semblable nous semble beaucoup plus rassurant
que l'autre qui nous plonge dans une relation inconnue, surtout si socialement il n'est pas au même niveau que nous. Et on voit bien, et les travaux de Charlot Pinson là-dessus le montrent bien, on a une tendance au repli identitaire, y compris dans la ville, même lorsque on est dans des espaces urbains extrêmement denses. Donc, a-t-on réellement, et est-on aujourd'hui dans une société française qui a réellement envie, à l'îlot résidentiel par exemple, ou à l'échelle d'un grand quartier, de cette mixité? Ou comme le disent Charlot Pinson, oui, d'accord, ok, l'entre-gens est là, il faut faire avec. Et ce qui va créer des conditions de la mixité, c'est le traitement extrêmement qualitatif des espaces publics. Le miroir d'eau est un exemple. J'ai eu à diverses occasions dans ce genre de rencontre à m'exprimer là-dessus. Il me semble que, effectivement, la mixité sociale dans un tissu déjà constitué ou en renouvellement, comme c'est le cas pour Bordeaux, va se jouer dans la qualité des traitements publics et non pas alors dans la dynamique de résidentialisation qui est la clôture, la fermeture. On l'a vu avec les exemples de Pausan Park sur l'îlot ouvert. Je crois que c'est effectivement l'ouverture dans les cheminements, les lieux qui créent des espaces de relation entre des îlots résidentiels qui vont nous permettre de dire qu'il y a réellement de la mixité dans la ville de Bordeaux, par exemple. Parce qu'il y a des espaces partagés, qui sont des espaces publics, qui ont été traités de façon qualitative et qui permettent la rencontre, qui donnent l'envie d'y vivre et qui fabriquent ce désir d'urbanité qui va se faire dans la rencontre, mais qui n'est pas la forcée. C'est-à-dire que je ne suis pas certain qu'on ait envie de rencontrer sur son palier quelqu'un qui ne nous ressemble pas trop. Francine, peut-être réagir. Il me semblait aussi que dans le mot mixité, on n'avait pas parlé uniquement de la mixité sociale, mais de la mixité programmatique, que les deux choses sont à mener de pair, non? Et que les architectes qui sont tous intervenus ce matin ont beaucoup insisté sur la question, on reviendra sur la question des rez-de-chaussée, qui est une question importante, qu'il y a les deux choses. Ce n'est pas uniquement la question que vous soulevez qui est au demeurant totalement exacte. Francine. Moi, je rebondirai, pour employer les mots classiques des transitions, sur cette question de la relation. On est notre table ronde était consacrée à la thématique couture et remaillage. Et moi, au lieu de couture et remaillage, je préfère parler de rupture et continuité. Car il y a des coutures contre nature, qu'elles soient dans le champ du social, comme dans le champ spatial, comme dans le champ du jeu des acteurs. Voilà. Si on veut assembler des choses qui ne peuvent pas s'assembler, ça ne marche pas, ça craque, ça fait des faux plis. Le faux, ça peut séduire un temps, mais ça ne tient pas longtemps. Il en va de même dans les choses de la ville comme dans les choses de la vie. Il faut travailler avec l'histoire, la géographie. Donc là, c'est quelque chose qui est là et qu'on ne peut pas forcer, en tout cas pas dans le temps d'un projet. Même si ce projet dure 20 ans ou 30 ans. Jamel a parlé tout à l'heure de choses qui ont été faites il y a 50, 60 ans à Bordeaux sous l'ère Chaban, qui étaient en effet en avance sur leur temps et qui commencent à prendre sens et aujourd'hui en étant le ferment de ce projet métropolitain. Voilà, mais il faut quand même oser de temps en temps effectivement prendre ces risques-là si on veut penser ce fameux temps long qui évidemment dépasse les 20 ans, les 30 ans. C'est pour ça que je parle de l'histoire et de la géographie. Là, on ne renverse pas la vapeur comme ça. Avec l'économie, et donc avec le temps, j'en ai parlé. C'est pour ça que moi je préfère, et je pense qu'il est important de travailler sur la relation à la ville, la relation au territoire, la relation au monde, la relation à l'autre différent, parce que c'est ça la question de la mixité. Moi, vraiment, je rejoins tout à fait ce qui a été dit par Bernard Blanc. On ne peut pas obliger en même temps des différences à se côtoyer sans friction, sans conflit. Et en même temps, je reviendrai sur la question du logement, il faut travailler avec ça. C'est-à-dire que je pense, si on parle de mettre en relation, c'est mettre en relation. C'est pour ça que j'aime aussi cette idée de rupture et continuité, c'est mettre en relation des différences. Parce que quand il n'y en a pas, ça se fasse tout seul.
comment on fait avec ces différences. Voilà. Je voudrais prendre un exemple sur la question spatiale que tout le monde connaît à Bordeaux, qui est l'exemple du tramway. Parce qu'effectivement, mettre en relation, c'est pas la même chose que relier. Et donc, l'exemple du tramway, donc effectivement, on connaît ce projet. Il y a évidemment un choix pertinent des lignes. Il y a eu une décision extrêmement forte de lancer les 3 premières lignes en même temps, de telle manière que très vite, à la fin de la première tranche, les Hauts-de-Garonne soient reliés au centre-ville, le campus relié à la ville, donc des espaces ayant valeur de centralité, mais dont qui étaient inactives par rapport au centre-ville quand il n'y avait pas le tramway. Il y a évidemment la gouvernance de ce projet qui a été donc mené par Alain Juppé avec, je dirais, autour de lui, unanimement rassemblée la communauté politique de droite et de gauche. Mais il y a eu un parti pris, le projet lauréat, qui est le projet réalisé que tout le monde connaît, de traitement en termes de traitement esthétique, parce que je voudrais en arriver là à un moment donné, qui a à voir avec la compétence des architectes, qui font œuvre de conception spatiale des choses qui forment le cadre de vie, un parti pris esthétique qui est le même en centre-ville et en périphérie, et qui vraiment a initié la construction du sentiment d'appartenance à la grande ville. À l'époque, la notion de métropole n'existait que dans les plaquettes de la Chambre de commerce, et avec le tramway, elle a commencé à exister dans les mentalités, dans l'esprit des gens. Et donc là, on est sur une sphère qui n'est pas exactement le social, qui est plutôt de l'ordre, je dirais, du psychosociologique, mais qui a à voir avec les gens, parce qu'on ne peut pas faire sans les acteurs que sont les habitants. Il y a une autre idée que je voudrais amener. Moi, j'aime beaucoup Paul Virilio, mais il y a quelque chose, si j'ai bien compris, que je conteste. Je crois que les formes denses répondent à l'urgence du développement durable et qu'il est urgent que la vieille ville européenne, et je dis les acteurs et les responsables de la vieille ville européenne, assument d'une manière claire et pas toujours dans l'entre-deux cet enjeu de la densité. Oui, c'est vrai. Nos sociétés sont caractérisées par le repli sur soi, les sociétés contemporaines, mais le désir de ville est vif, les gens recherchent, cette envie de revenir va avec le désir de relations de voisinage qui se joue à travers justement dans le jeu des mitoyennetés. Et je voudrais revenir à cette question des frictions et des conflits d'usage. Et je pense, pour rejoindre des choses qui ont été dites par les architectes, par Jamel, par Bernard, chacun avec leur langage, leur sensibilité et leur mode, leur écriture pour en répondre, par Tania, par Nicolas Michelin, il faut les conditions donc, de la qualité du logement, comme j'en ai parlé pour le tramway, maintenant on revient à la condition du logement. Bien sûr, elle se joue du côté de l'intelligence du plan, de la flexibilité, l'évolutivité, appropriée au mode de vie actuel, les typologies, l'accomplissement des mixités programmatiques sur tous les registres, fonctionnels, générationnels, les temporalités, jour-nuit, etc. Mais elle se joue aussi et surtout sur le parti pris de réserver des espaces en plus à partager, sur la générosité en surface offerte pour les pièces à vivre, sur le souci de la lumière et la relation intérieure-extérieure, sur la recherche de complexité pour vivre ensemble et séparément. Et là, ce sur quoi je voudrais mettre l'accent, puisque pas mal d'interventions ont développé plein d'exemples et d'idées qui ont été mises en application sur ces conditions de la qualité du logement. Mais moi, je voudrais insister sur ces qualités-là, sur ces espaces communs. Et je préfère parler d'espaces communs que d'espaces publics, parce qu'il y a des espaces publics qui sont d'usage privé, il y a des espaces privés qui sont d'usage public. Donc, il y a la mise en relation, justement, de cette question privé-public. Et je pense que la condition du vivre ensemble et séparément, parce qu'effectivement, chacun aspire à son intimité. Bernard en a parlé, comment on conjugue intimité et convivialité. Ça passe
ça appelle la compétence des architectes, de ceux, pas que des architectes. Il faut qu'il y ait une complicité entre les différents acteurs, avec les maîtres d'ouvrage, qu'ils soient maîtres d'ouvrage du projet, promoteur privé ou promoteur public, évidemment les élus, les urbanistes, les paysagistes, etc. Mais à un moment donné, la compétence de ceux qui exercent le métier de conception spatiale est convoquée pour pouvoir apporter des réponses sur ces espaces entre deux. Comment, à un moment donné, il faut... Moi, je suis un peu différente de ce que tu dis. Bien sûr qu'on ne peut pas obliger des gens à vouloir croiser sur le palier ceux qui ne sont pas comme eux, mais ce n'est pas parce qu'on est de la même, comment dire, entre guillemets, communauté, qu'on a envie d'entendre le bruit du voisin. Et pourtant, il faut qu'il y ait des lieux où, justement, on se frotte. Il faut, à un moment donné, se frotter avec un voisin qui prend toute la place dans le garage à vélo et qui n'a pas la place de la poussette. Il faut se croiser dans l'ascenseur. Parce qu'à un moment donné, il faut pouvoir se parler, s'engueuler d'abord et négocier, parce que ça passe par, je dirais, la négociation du vivre ensemble, par les usagers même de la ville. Moi, je voulais parler de ça. Et donc, ces espaces-là, il faut des budgets qui soient réservés pour ça, et pour les études, et pour la qualité des réalisations. Et il faut effectivement donner les moyens aux architectes de le faire et ne pas les cantonner sur la cellule logement. Alors, Tania, justement, on va rebondir sur cette idée. Toi qui pratiques depuis les Pays-Bas et qui, comme je disais tout à l'heure, a participé à des cercles de qualité, notamment sur la ville d'Almer et ses développements, est-ce que précisément ces débats sur la question de la mixité, parce que la situation aux Pays-Bas est très tendue aussi sur les questions identitaires et autres, il faut bien voir, donc est-ce que ces choses-là passent ou peuvent passer par un cercle de qualité ou pas ? Je ne sais pas si c'est vraiment par un cercle de qualité, mais je crois que ce qui est important, c'est que par exemple, effectivement, aux Pays-Bas, tous les grands projets que tu as montrés, Bornéo Sporenbourg, Java, Vestedok, des grands projets qui se font sur les grands territoires, et ce sont des quartiers, il y a une obligation de 30-35% de logements sociaux. Et les logements sociaux sont imbriqués, sont dans un tissu mixte avec les logements en accession. Et ce qui fait le lien, et ça je pense que c'est important, c'est que bien sûr on ne peut pas forcer la mixité, mais il faut quand même placer les conditions pour que ça existe, et pour que ça existe de la meilleure façon qui soit, je crois qu'il n'y a rien de mieux finalement que les programmes. C'est-à-dire que des programmes où on a des activités ensemble, ça forme, je crois, une vraie mixité, une mixité solide. On s'aperçoit qu'effectivement, pour reprendre votre expression, bien que je ne sois pas, en fait, pas du tout d'accord avec, on s'aperçoit qu'au fond, le voisin, il est peut-être d'une classe sociale différente, mais au fond, voilà, on a des choses à dire, on peut avoir des activités ensemble, parce qu'au fond, il y a des activités, je veux dire, qui sont l'école, les écoles, tous ces lieux-là doivent être implantés collectivement, imbriqués, et on doit effectivement traiter les choses de cette façon. Autre point, effectivement, là, effectivement, qui serait peut-être apparemment très difficile en France, et pourtant, donc effectivement, aux Pays-Bas, c'était fait sur ce projet à Zaanstad, donc il y a déjà une dizaine d'années. Au sein d'un même bâtiment, eh bien, on a à la fois du logement social, du logement en accession et du logement haut de gamme, les pentas au-dessus. Tout le monde prend la même cage d'escalier. Tout le monde prend le même espace de distribution. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que tout à coup, au fond, eh bien, parce qu'il y a du logement haut de gamme en toiture, il y a des pentas au-dessus, parce qu'il y a du logement en accession, on va pouvoir apporter un peu plus d'argent, mettre un peu plus d'argent sur les espaces de circulation, sur les espaces de distribution, qui ne doivent surtout pas justement être réduits uniquement à des cages d'escalier. Les lieux où on se rencontre, les halls doivent être généreux, ça doit être presque des salons, entre guillemets, à l'intérieur du bâtiment. On doit pouvoir s'y croiser, avoir envie peut-être, pourquoi pas, de s'y asseoir, d'échanger. Et en France, tout cela est extrêmement rabougri, les conditions ne sont pas là. Mais je pense que si c'est possible aux Pays-Bas, je sais, on me pose toujours la question de la culture. Personnellement, j'y crois pas beaucoup. Je crois que c'est l'envie, il faut avoir l'envie de le faire, il faut le faire. Et c'est surtout un engagement, et c'est un engagement de tous.
Alors, Nicolas, toi qui justement pratiques sur plusieurs villes et sur des gros projets comme je prends Dunkerque et Metz pour justement sortir d'ici, mais évidemment sans exclure ici pour autant. Est-ce que précisément ces choses-là, quand on entend le partage de la même cage d'escalier et autres, c'est possible réellement j'allais dire dans la vraie vie, parce que intellectuellement on peut comprendre, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que la maîtrise d'ouvrage accompagne ce vœu de partage de la cage d'escalier, du hall et autres? Sur les deux exemples que tu prends, c'est non. C'est-à-dire qu'il y a un immeuble de social et un immeuble d'accession à la propriété. On arrive à faire en sorte que le partage se fasse au niveau du parking, ce qui est déjà même assez compliqué. C'est-à-dire que la même rampe de parking est... Non mais c'est la vérité, tu me demandes la vérité, je dis la vérité. Et ce qu'on arrive à faire, c'est que aussi les immeubles sociaux soient exactement les mêmes que les immeubles d'accession à la propriété. Par exemple, à Dunkerque, qui a été beaucoup publié, cette succession d'immeubles à Gable, il y en a qui sont du social et d'autres qui sont de l'accession. Donc ça, c'est déjà, je trouve, quelque chose de bien, c'est-à-dire qu'on ne voit absolument pas la différence entre social. Mais ils ne sont pas mélangés, et on n'y arrive pas du tout à les mélanger. Donc après, je reviens juste à Bordeaux, la règle des 30%, elle s'applique à l'îlot en plus à Bordeaux, c'est-à-dire que dans chaque îlot, il y a 30%. Mais ce n'est pas encore la même cage d'escalier qui va distribuer du social et de l'accession, parce que les bailleurs ne raisonnent pas tout à fait de la même façon que les privés y vendent. Ils ont d'autres impératifs, ils font souvent des logements plus petits que les bailleurs. Moi, je voudrais dire aussi que, pour revenir au logement, que c'est dans le logement social qu'aujourd'hui il y a de l'innovation, plus que dans le logement accession, puisque le marché... le français moyen peut s'acheter 50 mètres carrés en s'endettant et en étant sous perfusion du prêt à taux zéro et tout ce qu'on connaît, le pass foncier et toutes ces histoires-là. Donc c'était extrêmement compliqué pour le français aujourd'hui moyen d'acheter son logement, même s'il y a une incitation très très forte. Donc hélas, on lui fait acheter des logements le plus accessible possible, donc pour le promoteur le plus petit possible, alors que dans le bailleur social, il y a encore... une volonté je crois, de travailler sur de la qualité de logement. Alors on fait aussi du logement accession de qualité, il ne faut pas non plus exagérer, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même, il y a aujourd'hui, pour ne pas être tout rose tout le temps et voir que des belles images et dire que c'est formidable, il y a des promoteurs qui imposent les plans aux architectes, je ne nommerai pas, il y a des promoteurs qui payent les architectes 2% et qui leur retirent la mission chantier, et qui leur retirent la mission DCE, c'est-à-dire dossier de consultation des entreprises, et qui disent, en gros, pour faire très très cru et très dur, parce que c'est une réalité que je rencontre dans toutes les villes en tant qu'urbaniste, je vois arriver des architectes qui travaillent avec des promoteurs et qui ne s'en sortent pas, parce que c'est des décorateurs de façade. Ça aide au permis de construire, ça fait des plans de vente, et après l'architecte disparaît. Et c'est une tendance lourde qui arrive à des très grands architectes qui sont dans cette salle et qui résistent comme ils peuvent. Les jeunes architectes sont laminés par ce genre de choses. Donc je pense qu'il faudrait faire des assises sur le logement, parce que le logement devient, excusez-moi d'être un peu cru aussi, un produit de spéculation à un moment aussi. Je pense que le logement est un droit et qu'il y a trop de gens qui travaillent qui marchent sur le logement. Enfin, il y a trop de gens qui vivent autour du logement. C'est un peu dur ce que je dis, c'est-à-dire que depuis la SEM jusqu'au promoteur, jusqu'au vendeur, le commercialisateur prend 2% du prix de vente d'un logement, quand on sait que l'architecte finalement ne touchera qu'1% du prix de vente. Moi, ça me choque. Donc c'est une vraie mécanique. Moi, je l'ai écrit dans le livre Alerte, et je me suis fait taper sur les doigts, j'ai reçu des coups de fil de gens qui disent vous n'avez pas le droit de dire ça, mais qu'on me prouve le contraire, c'est la vérité. On me dit toujours c'est le foncier qui coûte cher dans le logement, c'est pas vrai. Comment ça se fait qu'on construit à 1 000 € et à 1 500 et qu'on vend souvent à 4 000 ? Il y a un problème. Il y a un problème dans le logement en France aujourd'hui. Alors, je vais donner un exemple positif. J'ai visité, il n'y a pas très longtemps, et après j'arrête, des logements à Tübingen, qui est au sud de Stuttgart. D'ailleurs, la ville de Bordeaux était là aussi. Et on a vu des logements en autopromotion, c'est-à-dire que c'est des groupes de familles qui se réunissent et qui font leur programme, qui sont aidés par des gens qui aident à fédérer le programme. Au début, ils butaient sur le prêt bancaire, parce que le prêt au départ est prêté aux promoteurs, puis ils sont solvables.
Le particulier ne l'est pas. Donc c'est très difficile de monter une opération de promotion. Bouchin voit bien la difficulté qu'il y a en ce moment. Il essaie de faire de la promotion. Donc la ville de Tübingen a complètement aidé, s'est porté garant de cette famille. Et ils ont fait une première opération qui a coûté 20% moins cher que si elle avait été faite en accession. Enfin, les gens disent on a payé 20% moins cher que s'il avait acheté un privé. L'appartement est sur mesure. C'est-à-dire il n'y a pas l'histoire de 57 mètres carrés, le placard, etc. Il est sur mesure, il est plus grand. Il est construit en coût réel. Et les gens sont heureux là-dedans. Et la ville de Tübingen a trouvé ça tellement bien que maintenant, ce n'est pas 15 logements qui ont été faits comme ça, c'est plusieurs milliers. Je crois qu'ils arrivent à 1500. Donc c'est plusieurs quartiers qui se font comme ça, uniquement en autopromotion. Les promoteurs peuvent répondre aussi, mais ils ont du mal. Et on voit du logement, alors excusez-moi, mais qui est pas spectaculaire, qui est simple, qui est très bien construit. Il y a des grands espaces extérieurs. Et ce n'est pas forcément de nouveau l'ostentatoire, c'est très bien fait, les gens sont super heureux, ça fabrique de la ville, et c'est extrêmement intéressant. Donc je pense qu'il y a les assises de logement, ça serait pour dire, bien sûr, il faut que les promoteurs vivent, il faut que tout le monde vive, mais il y a un moment entre le prêt financier, l'assurance, les frais bancaires, les frais financiers, les frais promoteurs, etc. Il y a un moment où le foncier, ou la SEM, etc., il y a un moment où ça va pas, quoi. Le prix du logement en France ne va pas. Je ne crois pas que ça vient uniquement des gens qui coulent du béton. Je crois que quand on regarde la chaîne, elle est extrêmement perverse et elle crée des situations très tendues. Alors on nous montre toujours des beaux logements. C'est vrai qu'il y en a des beaux, mais à quel prix ils sont sortis à la vente? On nous montre des beaux logements sociaux parce que le bailleur social n'est pas dans cette optique-là. Hein, c'est très différent. Mais c'est pour un architecte aujourd'hui qui est responsable, je suis d'accord avec ce que dit, qui est responsable de la qualité esthétique, de la qualité de ces menuiseries, de la qualité du palier, de la taille, mais c'est un combat absolument effrayant. Et quand je dis effrayant, partout dans toutes les villes, à Metz, à Nancy, à Rennes, partout c'est vrai, c'est très difficile, et Bernard ne dira pas le contraire, on est sur une affaire très compliquée en ce moment qu'il a montré, mais qui est extrêmement compliquée, où même des jeunes architectes sont partis. Il y a déjà 5-6 architectes dans cette opération qui étaient attributaires de l'opération et qui disent « je m'en vais, je ne peux pas tenir ». Je ne peux pas assurer, je ne vivrai pas dans ce que je vais construire, donc je m'en vais. Donc c'est une situation un peu alarmante sur le logement, moi je veux bien en discuter avec qui vous voulez, qui est une vérité, et je le vois au niveau d'urbanisme travaillant dans beaucoup de villes en France. Bien. Visiblement, ils sont d'accord. Hein. Jamel, Jamel, si je me souviens bien, tu as fait un grand projet sur la transformation ou la mutation, puisque c'est l'un des sujets qui a été évoqué aussi ce matin, du patrimoine existant, et notamment des grands ensembles avec Émile Aillot, avec cette étude sur les rez-de-chaussée, puisque je voudrais revenir à cette question qui a peut-être été oubliée dans les années 60, l'un de vous l'a dit ce matin, et qui, là, était l'objet de l'étude en question. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'était et ce que c'est devenu? Ouais, donc, on travaille depuis plusieurs années sur les courtilières à Pantin, donc, qui est ce fameux bâtiment en forme de serpent, le Serpentin, qui fait presque 1 kilomètre. Qui est un bâtiment assez incroyable, parce qu'il fait à peine un peu moins de 8 mètres de large, sur 1 kilomètre sur R+4. Donc c'était presque une utopie à l'époque. Il faut imaginer que Émile Aillot, il construit ça pendant que, à la même époque, on construisait des bars, il y avait le chemin de grue, et lui, il s'amusait avec les courbes, ainsi de suite. Et quand on regarde les vieilles, il y a des vieux films, des vieilles images, ce Serpentin, il entoure un grand parc. Et tous les rez-de-chaussée du Serpentin étaient des caves. Mais à l'époque, il y avait Aillot, quand il a dessiné ce projet, chaque appartement avait sa cave, et puis il avait planté pour chaque appartement un fruitier. Donc chaque appartement se reconnaissait sa cave et un fruitier qui était dans le parc. Et toutes les images que l'on voit de l'époque des années 70, c'est que dès qu'il faisait un peu beau, tous les soirs, c'était une sorte, pas d'apéro géant, mais c'était très convivial. Certains voisins sortaient leur table en formica et il y avait une sorte d'activité de rez-de-chaussée, mais qui était une activité extrêmement sociale. Bon, alors comme vous pouvez l'imaginer, aujourd'hui tout ça et ces caves sont devenus les résidents commençaient, il y en a qui ont été vandalisés, volés, etc. Donc
Ça s'est transformé plutôt en une chose sécuritaire avec 18 cadenas, des barres de fer pour préserver toutes les choses qui étaient entreposées dans ces espaces qui étaient une extension finalement du logement, comme une sorte de chambre en plus en prise avec le parc. Donc ça partait plutôt d'une très belle idée, probablement de pratiques assez intéressantes, sauf qu'à un moment donné, c'est parti dans autre chose, et aujourd'hui, un projet effectivement de réhabilitation et de transformation du quartier dans le cadre d'un projet en rue. Et c'était un concours à l'époque. C'était une étude de définition, donc il y a eu à la fin, le maire a choisi 2 lauréats. Donc nous n'avons pas été lauréats de la réhabilitation du Serpentin, tout simplement parce qu'à l'époque, c'était il y a 8 ans, le maître mot de l'ANRU, c'était résidentialiser, donc poser des clôtures fermées, etc. Donc nous, c'était dans le programme du concours, à l'époque, nous avions refusé de mettre des clôtures et de fermer quoi que ce soit. Mais par contre, on avait réfléchi au pied d'immeuble en disant, on avait travaillé sur toute une série de programmations. Je suis assez d'accord avec Tania quand elle dit que des services publics peuvent devenir, peut-être de façon actuelle, contemporaine, peuvent transformer. Donc on a installé des ludothèques. Il y avait aussi un vieillissement de la population au sein même du patrimoine des courtières. Donc on a travaillé sur des logements adaptés aux plus vieux, avec des espaces communs qui pouvaient se situer en rez-de-chaussée. On avait travaillé sur une certaine partie sur des lieux, des appartements qui étaient en duplex, mais qui pouvaient devenir des lieux qui associaient logement et activité. Et finalement, on a essayé de décrire une forme d'altérité, pour ne pas dire mixité, parce que j'aime bien l'idée de dire altérité, c'est-à-dire qu'on accepte l'autre, que ce soit personne, programme, plutôt par un agencement un peu intelligent des choses. Bon voilà, donc on a fait ce travail avec le parc, puis on a... Bon, le maire de l'époque, il était assommé de discours qui venaient d'en haut, qui lui disaient il faut résidentialiser, si tu ne résidentialises pas, tu n'as pas les financements. Donc il a choisi le projet banal de résidentialisation, donc de clôture, et nous, on a été choisis sur tout le reste. Bon voilà, donc je pense que c'était... Je pense que la question de la mixité, oui, c'est vrai qu'elle est apparue 15-20 ans. Avec la crise des grands ensembles, la question de la mixité est devenue un mot... peut-être qui est devenu un peu valise aujourd'hui, parce que tout le monde l'utilise. Évidemment, en tant qu'architecte, on est tous pour la mixité, on ne peut pas être contre. Hein, donc expérimenter de la mixité, c'est très bien. Mais d'un autre côté, imaginer une ville qui serait intégralement mixte, programmatiquement, elle deviendrait invivable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, avec mes étudiants, je les fais travailler, par exemple, sur la monofonctionnalité heureuse. C'est-à-dire qu'à des moments donnés, on peut travailler sur des zones monofonctionnelles, mais qui sont heureuses. C'est-à-dire qu'il y a des très belles cités-jardins où on ne fait qu'habiter, où c'est très bien. Donc, je pense que la ville, c'est une courbe. C'est-à-dire qu'à des moments, il y a des intensités, des pics de mixité, parce qu'il y a une gare, il y a un centre, il y a un cœur de ville. Donc, dans ces endroits, je pense qu'il faut absolument que les politiques publiques incitent, peut-être même obligent à des formes de mixité à l'îlot, au bâtiment, peut-être même au bâtiment, et que selon l'intensité urbaine, on peut aller même jusqu'à des monofonctionnalités. Parce qu'il y a des gens qui veulent habiter dans le pur résidentiel calme, avec le bruit des oiseaux, avec plein d'arbres, avec des petites maisons. Et c'est pas... quand on a fait, y compris le travail sur le Grand Paris, on était les premiers à dire que le pavillonnaire appartenait à la métropole. Et que ce n'était pas ingrat que d'habiter un pavillon dans la métropole. Et quand on va dans des grandes villes comme Tokyo, on passe de Shibuya au Shinjuku, on marche à pied 400 mètres, on atterrit dans des quartiers presque exclusivement résidentiels. Alors évidemment, au Japon, ils ont des problèmes de place, des problèmes de tremblement de terre, mais pour moi, la ville, c'est cette mixité-là aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire la mixité, elle est partout, mais la mixité, on peut l'imaginer étirée sur un territoire, y compris quand on travaille aujourd'hui sur les 50 000 logements à Bordeaux. Je pense qu'il y a des zones, il ne faut surtout pas créer de mixité. Je pense que les gens qui sont là, c'est de la basse densité. Il faut plutôt imaginer des nouvelles typologies de logements dans cette expression, monofonctionnalité heureuse. C'est-à-dire comment on peut vivre que dans le résidentiel de façon heureuse, de façon actuelle, de façon prospective,
comme à d'autres endroits autour d'une gare, on va plutôt chercher à faire collaborer différentes fonctions. Et je pense que la question du pied d'immeuble, parce que tu me posais la question du pied d'immeuble, est assez importante, parce que je pense que enfin, nous, en tout cas, comme on travaille, enfin, l'urbain se construit en France beaucoup à travers des zones d'aménagement concerté. Très souvent ou trop souvent, on se retrouve avec des logements au rez-de-chaussée. Et trop souvent ou très souvent, c'est franchement pas qualitatif. On essaie de faire des petits jardinets, des petits murets. Enfin, vous nous avez montré des très belles solutions d'intimité, mais ce n'était pas en rez-de-chaussée. Mais très souvent, on est dans des opérations un peu urbaines et on se retrouve devant le dilemme de comment faire habiter des gens au rez-de-chaussée. Donc on est obligé de surélever le bâtiment. Donc le bâtiment, il est étrangement posé sur le sol public, parce qu'il est à 60 ou 70 cm du sol public. Donc je pense que le sol est assez important. Et enfin, moi, je sais que c'est une question que je me pose de façon incessante, un peu partout. Et ma référence, je parlais de monofonctionnalité heureuse, mais ma deuxième référence, qui pour moi est assez importante, c'est ce fameux plan de Nolli de Rome, qui est un plan qui montrait l'espace public et l'espace utilisé par le public et dans l'espace privé, et qui dessine cette continuité. C'est-à-dire que l'intérieur d'une église à Rome était considéré comme de l'espace public. Et je pense que parler de mixité, tout à l'heure vous parlez d'espace commun, de relier, de relations entre les choses, évidemment ça passe par là, mais selon moi ce n'est pas que de l'espace public, c'est aussi des équipements, c'est aussi des services, c'est aussi des gens, c'est aussi des artistes. Et c'est cette substance un peu hybride qui crée les conditions d'une vie ensemble heureuse. Après, dans une mixité ou pas. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus faire de la mixité une sorte d'objectif un peu radical. Je pense que dans des lieux denses de transport, dans les lieux de croisement, je pense qu'elle s'impose. Je pense que là, même les promoteurs privés, je pense qu'ils pourraient jouer le jeu. Mais dès qu'on est un peu en périphérie d'une polarité, je pense que personne, enfin, la mixité, elle devient plus relative et peut-être qu'il faut basculer vers une autre forme de qualité qu'il faut inventer, qui n'est pas nécessairement la mixité programmatique ou la mixité sociale, une autre forme de qualité que je ne sais pas encore dire, mais qui devrait être un peu le fruit de nos réflexions. Francine ? Je voudrais ajouter quelque chose à ce que tu as dit à propos du pavillonnaire, qui effectivement fait partie donc de la réalité du territoire. Je pense que c'est important quand même que ce soit choisi, cette monofonctionnalité. Voilà, mais oui, ça c'est important. Voilà, oui. Non, mais si on parle de la périphérie, ceux qui habitent loin parce qu'ils veulent accéder au rêve de leur petite maison, ils ont le droit d'y accéder. S'ils vont très loin, là on revient à la question du foncier quand même. Et là, la qualité, les conditions de la qualité de vie, c'est l'économie. Et puis effectivement, c'est quand même qu'il y ait quelques équipements des services publics. Parce qu'effectivement, ils sont loin de tout. Et ils ne l'ont pas choisi. Donc ça, c'est une donnée importante quand même. Mais Jamel, juste une chose, puisque c'est vrai que ce concept de la monofonctionnalité heureuse, mais ça peut aller allons jusqu'au bout du raisonnement. C'est vrai que ça peut amener aussi à des formes de gated community, comme on dit aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est le bonheur organisé avec un règlement intérieur et autres. On peut aller jusque-là. Je veux dire, il faut en être conscient. Que la monofonctionnalité peut amener aussi à l'enfermement d'un ghetto de riches, pour la plupart des cas. Oui, probablement. Oui. Probablement, mais ça, il n'empêche pas que... Enfin, je pense qu'aujourd'hui, je l'ai déjà dit, on est tous pour la mixité, il y a tous les dispositifs, y compris qui s'imposent par la loi et dans les PLU, etc., sur la mixité sociale, c'est très bien. Mais ce qu'il faut regarder, c'est que la production de la ville aujourd'hui à travers le monde, elle produit que de la monofonctionnalité. C'est ça qu'il faut regarder. C'est-à-dire que quand on produit 1 million de mètres carrés monofonctionnels, on en produit un mixte. Donc évidemment qu'il faut faire la guerre pour que le 1 devienne 1,5, 2, 3. Mais on pourrait aussi se poser la question de comment, dans le million, essayer de faire des choses autrement. Enfin voilà.
C'est un peu, il y a toujours un peu l'arbre qui cache la forêt, mais il faut aussi parler de la forêt. Et donc je ne suis pas en train de m'inscrire contre la mixité, absolument pas, surtout pas. Mais moi je veux toujours regarder les deux faces d'une même question. Et on ne peut parler de cette question que si on traite les deux faces. À peu près d'accord, mais on est entouré de monofonctionnalités. Donc, je suis content que tu aies mis les chiffres, parce que se battre pour la mixité, ça veut dire aussi se battre sur s'il y a une zone résidentielle, tout le monde n'habite pas forcément une petite maison. Tu peux avoir des quartiers où tu habites, et il y a des immeubles, on va dire des bars, on va dire le mot, enfin des immeubles, puis des intermédiaires, puis des maisons individuelles, et cette mixité de morphologie est vraiment à rechercher, parce que le modèle hollandais de 250 maisons, comme on voit d'ailleurs pas très loin d'Almer, ou 300 maisons, 400 maisons, toutes les mêmes monofonctionnalités heureuses. Moi, personnellement, heureux, ça. Ouais, mais ils disent que c'est heureuse, que c'est bien fait, que les cheminements sont doux, etc. Moi, je trouve que c'est un modèle qui ne me parle pas, enfin qui ne me convient pas, mais absolument pas. Donc la mixité, c'est programmatique, social, mais c'est aussi morphologique, c'est-à-dire que les formes urbaines doivent s'adapter au paysage, doivent s'adapter à. Je ne crois pas au principe de grands clusters ou de grands, parce que sinon on va vers les condominiums, on va vers les gated communities avec des murs autour. Les gens sont heureux peut-être dedans, mais autour. Donc voilà, la monofonctionnalité heureuse passera par la mixité de formes. C'est pas moi qui vais être ni pour les gated communities ni pour les condominiums, hein, mais il y a des faits et je pense qu'il faut parler aussi des faits et voilà, il faut les poser sur la table. Non, juste pour moi, la mixité, c'est bien d'en parler, mais il faut être en capacité de pouvoir la vivre. Il faut déjà être bien soi-même, en famille, dans sa vie, pour avoir envie de se tourner vers l'autre. Et à ce moment-là, peut-être, quand on est bien soi-même, on peut se tourner vers l'autre. Vers l'autre si sa vie nous fait rêver, nous donne envie de la partager. Vers l'autre s'il est plus faible, parce qu'on est en capacité de l'aider. Donc la mixité, c'est un problème de soi-même au départ. Voilà, donc il faut être fort soi-même. Donc tout le monde a envie de la vivre, la mixité. Mais des fois, on le voit dans nos mondes, la vie est difficile. Hein. Et avant de se tourner vers l'autre, il faut déjà régler ses problèmes personnels, de famille, d'enfants, de vie au quotidien, d'avenir, d'espoir. Voilà, quoi. Et puis, la mixité, moi je me rappelle quand j'étais gosse, on la vivait au quotidien à l'école publique. Moi, quand j'étais gosse, je ne savais pas ce que c'était un arabe ou un noir. Je ne voyais pas de différence. C'est en devenant plus vieux qu'on m'a expliqué qu'un noir c'était noir et qu'un arabe c'était un arabe, quoi. Donc la mixité, on la vivait naturellement, on jouait dans la rue, on partageait avec les gens. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans des mondes cruels, difficiles, rudes. Hein. Et donc, je pense que les gens ont du mal déjà à vivre eux-mêmes, ils ont du mal à partager ils ont donc du mal à partager avec les autres. Et c'est ça le problème de la mixité. Parce que ça, on parle entre architectes, entre gens initiés, mais c'est quand même humain, quoi, au départ, quoi. Et je ne pense pas que d'ailleurs même nous, est-ce qu'on est capable de la vivre, la mixité, je ne sais pas. Alors qu'on la prône, on en parle, on en discute, on dit il faudrait. Mais c'est un problème d'existentialité, de capacité à vivre au quotidien, quoi. Bon. Mais, Monsieur Blanc, justement, cet après-midi, gardez le micro. On parlera d'expérimentation, hein, beaucoup, c'est le thème. Mais ça n'empêche qu'on peut déjà aborder les choses. Parce que là, est-ce que justement la mixité n'est pas un thème d'expérimentation au sens urbain, social et autres? Est-ce qu'on a bien vu que c'était souvent quelque chose d'assez exceptionnel? Est-ce que vous, en tant que maître d'ouvrage, c'est un de vos chevaux de bataille, cette expérimentation dans ce domaine? Oui, mais si vous permettez, j'aimerais bien revenir sur un autre point qui était le thème de ce séminaire avec l'introduction par Paul Virilio sur le vide. C'est pas que je veuille chanter la question de la mixité ou de l'innovation, hein, mais je trouve que les exemples qui ont été montrés par Tania Conco sont extrêmement intéressants par rapport à ce que nous, bailleurs sociaux, nous sommes héritiers des grands ensembles. Et il me semble que la différence qui s'opère aujourd'hui dans la façon de refabriquer de la ville, c'est l'attention qui est accordée par les urbanistes, les architectes et les élus au bâti et au non bâti.
Si on reprend les écrits de Robert Ozel, par exemple, qui a beaucoup écrit sur bâti, non bâti, il disait bien qu'à l'époque, pour les grands ensembles, dans la structuration des grands ensembles, il ne portait pas d'attention aux espaces extérieurs. C'est-à-dire dans la façon de concevoir un grand ensemble, l'espace extérieur était uniquement intégré comme parking, voie de circulation. Et quand on regarde les images de l'époque, au moment où on livrait tous ces grands ensembles, effectivement, il y a d'immenses espaces vides qui ne sont occupés que par des parkings et des rues, et des routes. C'est-à-dire c'est des rues pour les voitures. Et il disait bien, Ozel disait bien, voilà, nous on n'avait pas cette préoccupation-là. Par contre, on savait qu'ils avaient bien en tête la question du rapport entre le bâtiment et le vide, puisque c'est ce vide, cet espace vide entre les bâtiments qui donnait l'ensoleillement, l'air, la lumière, etc. Et je crois que c'est Ozel qui disait que le logis était un organisme à poumon externe. Il fallait le vide pour construire les bâtiments, mais le vide n'était plus traité derrière. Il n'y avait pas de pensée sur le vide. On l'utilisait et on faisait avec parce qu'il apportait des éléments de confort physiologique. Aujourd'hui, moi je trouve que la grande différence, c'est quand on réintervient sur un site, comme ce que nous a montré notamment Tania Conco, montre bien que la pensée, elle se saisit tout de suite du vide. Le bâti non bâti, c'est-à-dire le bâti n'existe plus sans l'appréhension du non bâti. Pourtant, ils ne vont pas faire grand-chose dessus, puisque là, pour le coup, pour reprendre ce que disait Viriou, ce qu'il nous propose, c'est une mise à plat du vide, puisqu'on va faire un étang, un lac, donc on ne pense pas les tours, etc. Et on va travailler ce rapport. Et c'est ça, moi, qui me semble extrêmement intéressant dans nos nouvelles approches, c'est qu'on va immédiatement penser ce rapport entre le bâti et le non bâti et réintégrer le vide comme une dimension à traiter immédiatement pour fabriquer cette urbanité qu'on souhaite tous. C'est-à-dire que et on l'a vu sur les exemples, et la ville se fait dans une densité d'habitat, et il y a une intensité de l'habité. Et l'intensité de l'habité, il me semble qu'on va l'obtenir par le traitement du vide. Et donc, moi, je trouve que c'est intéressant il me semble intéressant de rester un peu sur cette question-là. Et tous nos architectes aujourd'hui, ce grand retour de l'urbanisme et de l'architecture, moi, me semble être autour de cette notion de se réapproprier ces deux éléments qui font à la fois l'habitat et l'habité. Très bien. Je voulais dire un truc. Oui, je t'en prie. Ça tombe bien que vous parliez. Non, mais c'est pour revenir sur ce que disait Jamel. En effet, il n'y a pas de contradiction. On peut penser la mixité à l'échelle d'un ensemble de logements, mais il n'y a pas de contradiction avec des îlots monofonctionnels et la mixité si on pense à une échelle plus grande, la ville, l'agglomération. Et parce qu'en effet, on parle certes de logement ici, mais habiter, c'est pas que se loger. Habiter, c'est travailler, c'est se déplacer, se distraire, etc. Et donc, la mixité, elle se joue aussi dans ces autres activités en dehors du logement. Et c'est ce que je voulais justement souligner, l'importance du travail, de l'attention apportée et du soin apporté, du travail qualitatif sur ces espaces intermédiaires. Voilà. Quand j'ai parlé à l'échelle du logement tout à l'heure de l'ascenseur, c'était un mauvais exemple. C'est par exemple les couloirs, mais au lieu que ce soit des couloirs simplement pour aller de cette porte à la sortie de l'ascenseur, c'est que ce soit des vrais espaces où on peut mettre une table pour boire l'apéro. Voilà, parce qu'à un moment donné, effectivement, à ce moment-là, on est dans ces espaces qui sont dehors à l'intérieur du logement, et il y a l'extérieur, considérant un ensemble de bâtiments. C'est très, très. Voilà, moi je pense que c'est là que ça se joue, au-delà de la notion d'espace public, en effet. La conception de ces espaces qui sont en dehors du bâti et qui doit primer sur... C'est vrai que lorsqu'on travaille, les rues qu'on voit aujourd'hui dans nos villes qui existent déjà, elles sont dessinées par les bâtiments.
Mais si le projet du lac, je prends toujours cet exemple, il me semble très pédagogique, qui avait été pensé à une époque où on croyait que Bordeaux allait avoir je ne sais plus combien de millions d'habitants dans les 20 années qui allaient suivre. Ça n'a pas été le cas. Et c'était ça le concept du projet du lac et des aubiers. Et pourquoi il a pu prendre un virage à 180 degrés en moins de 10 ans et se transformer en quartier de développement tertiaire? C'est parce que le projet était conçu sur les vides. C'était ça la qualité du projet du lac, la qualité de conception des vides. Alors pour répondre quand même un petit bout à expérimenter ou innover si vous permettez, moi je pense que je vais rebondir sur ce que disait Nicolas Michelin par rapport à la question de la production du logement aujourd'hui. Effectivement, c'est un secteur économique à part entière dont le mot d'ordre pourrait être la rentabilité. Il y a une vraie question de la rentabilité du foncier, de la rentabilité de la surface construite et de la rente que procure le bien immobilier, notamment en France, où on le considère effectivement comme toujours un placement. Bon. À partir de là, et donc on est dans le champ extrêmement rationnel, et la rationalité est à l'œuvre, on l'a vu sur la compacité du logement, sur le choix des matériaux mis en œuvre, etc. Et donc, on est dans le champ, avec, moi me semble-t-il, de la question de la production du logement, toujours dans le champ de l'appréhension de ce qu'il est possible, sachant qu'en arrière-plan, on a toujours cette question de la rentabilité. Et donc, moi, j'aurais peut-être envie de dire, il faudrait le prendre à l'envers et dire, qu'est-ce qui n'est pas possible ? Ça a été dit à un moment donné, est-ce qu'il n'est pas possible d'imaginer de fabriquer un logement dans lequel toutes les pièces n'ont pas le même niveau de performance acoustique, Est-ce qu'il n'est pas possible d'imaginer de construire un logement dans lequel toutes les pièces n'aient pas le même niveau de confort thermique ? Sachant que si je ne chauffe pas une grande pièce qu'on pourrait appeler jardin d'hiver, effectivement, elle est moins chère à construire. Elle est derrière moins chère à entretenir, j'ai moins de charges. Et pour autant, elle m'offre ces qualités qu'on recherche là, et immenses, qui est le rapport dedans-dehors, la lumière, l'espace. Et voilà, est-ce qu'il n'est pas possible d'imaginer qu'on puisse travailler sur des logements sociaux plus généreux, plus grands? Est-ce qu'il n'est pas possible, etc. Donc on est tout le temps en train de se dire qu'est-ce qui est possible. Alors moi je proposerais de renverser ça en disant démarrons par le pas possible. Oui, il n'est pas possible de s'interdire de penser qu'un logement social puisse faire pour un T4 150 mètres carrés. Dans la mesure, et il va falloir chaque fois rajouter une condition, dans la mesure où globalement l'opération au prix du mètre carré sera identique à la fabrication du même nombre de logements au standard actuel de mètres carrés pour un T4. Ça va être la seule condition. Donc dans ma proposition de la réflexion à partir du pas possible, il faudra chaque fois rajouter une condition et qui est, comme il se doit, une condition économique qui renvoie à l'arrière-plan de la rentabilité. Vous savez très bien, enfin vous connaissez la réponse, est-ce qu'il est possible que, puisque on est tenu par la surface hors œuvre-nette qui fixe toutes les charges foncières, c'est par la CHUN, et la CHAB, le rapport CHUN-CHAB, c'est-à-dire le rapport entre la surface qu'on construit et la surface habitable. Et qu'à partir du moment où une surface est close, qu'elle soit chauffée ou pas, qu'elle est utilisée, c'est de la CHUN. Donc, de toute façon, faire des plus grands logements avec des surfaces interclimatiques, c'est ça dont on parle, qui est extrêmement intéressant, surtout à Bordeaux et en France en général. Ça veut dire aux promoteurs accepter qu'il consomme de la CHUN, donc il va payer, alors qu'il ne va pas le vendre aussi cher. Donc, il y a une question aux politiques, là, à la réglementation. Profitons du Grenelle et de la RT 2012 pour dire, c'est d'ailleurs dans les papiers, c'est pas très bien écrit, on va déchaîner, on va enlever de la CHUN quand ce sont des surfaces qui ne sont pas chauffées, qui sont du confort d'usage. Du coup, on va peut-être pouvoir penser construire des appartements, pas plus grands, mais au moins où la surface extérieure sera plus grande. Donc ça, c'est une chose très intéressante. Deuxièmement, commençons à bien regarder l'adéquation prix-vente, c'est-à-dire que si un architecte fait une structure poteau-poutre extrêmement économique avec des grandes surfaces, et puis il y a une surface qui est, elle n'est pas chère, mais elle n'est pas bien éclairée, donc on va faire un trou parce qu'elle ne va pas pouvoir se louer. Grand combat de la Caton Vassal, eux, ils sont vraiment
des ayatollahs, de ce genre de choses. Donc ils disent, je suis capable de faire un logement de 150 mètres carrés alors qu'on m'en demande 70, parce que ce que je vous ai construit, c'est du poteau dalle, c'est du procédé industriel et c'est pas cher. Mais combien de mètres d'ouvrage travaille avec Lacaton Vassal? Très très peu. Parce que c'est extrêmement difficile de lancer des maîtres d'ouvrage dans des opérations où on va déroger partout, c'est-à-dire les contrôleurs Veritas, Socotec vont s'arracher les cheveux parce que ça n'ira pas. On sera contre la réglementation parce qu'on aura des facteurs lumière du jour, c'est-à-dire des pièces mal éclairées. Mais il y en a assez d'éclairer toutes les pièces. Pourquoi on a un facteur lumière du jour dans les chambres alors qu'on va y dormir? Il y a un très beau livre de Kawabata, de l'éloge de l'ombre. Moi, je me bats tous les jours dans les logements qu'on fait pour que les pièces soient plus sombres, parce qu'elles seront plus grandes à un moment, plus profondes. Il y aura une fenêtre, on pourra se mettre près de la fenêtre, on peut dormir. Et ça fait des grandes chambres. Ça ne fait pas des chambres à 9 mètres carrés, ça fait des chambres à 15 mètres carrés. Et tout est comme ça. Et aujourd'hui, on a tellement standardisé, réglementé, normé, surnormé, sous prétexte de développement durable, on en a rajouté énormément, que c'est possible, mais ça devient presque impossible de faire du logement innovant. Donc par pitié, je m'entretenais avec un politique, relançons les REX. Si Nemosus a pu être fait, c'est vraiment parce que c'est une relation expérimentale. Favorisons, dans le cadre de RT 2012, l'innovation. Dans le cadre des logements intéressants aujourd'hui, c'est la ventilation naturelle qui est intéressante et l'inertie. Si on suit la réglementation thermique dans l'habitat, on va très vite se retrouver avec du double flux, à l'allemande, passive à hausse, binergie, c'est-à-dire l'air rentrant est mécanique, chauffé par l'air sortant. Donc tout ça est mécanique, c'est-à-dire même dans votre chambre, vous avez de la mécanique. C'est pas seulement l'extraction, c'est totalement mécanisé. Donc dépendant de moteur, de filtres. Et pourquoi dans un logement on a besoin de ça? Tout ça on me dit pour économiser, pour que des logements soient à 15 kWh par mètre carré par an, ou 50 kWh par mètre carré par an. J'ai dit mais 80 kWh par mètre carré par an, c'est pas mal. Entre 50 et 80, quelle est la différence? Alors je pose la question, maître d'ouvrage, quelle est la différence pour vous? 30 kWh, c'est quoi? Ah ben, c'est le label BBC. Si je suis à 80, je suis à THPE. Si je suis 50, j'ai le label BBC, j'ai le financement. 80 kWh par mètre carré par an, c'est rien. C'est la douche que vous prenez le matin. Au lieu de laisser couler la douche pendant que vous savonnez, vous rincez, vous coupez l'eau chaude, vous savonnez et vous rincez à nouveau. Et si tout le monde fait ça, il y a 30 kWh de moins. Et donc, pas de BBC, donc pas d'aide, hélas, mais la possibilité de donner cet argent qu'on a, parce que les derniers kilowattheures sont très difficiles à obtenir, donner cet argent à la qualité d'usage. Donc moi, je suis un écologiste convaincu, et je me bats beaucoup pour l'économie d'énergie, mais je commence, en tant qu'urbaniste, à me dire, est-ce que je ne peux ne pas imposer le BBC dans les actes que l'on fait? Est-ce qu'au bassin à flot, peut-être de temps en temps, on dit tout va être BBC, on dit même à Paris tout va être passif, mais quel argent on met dans la thermique et dans l'isolation? Je vous assure que c'est une absurdité et que c'est politiquement pas correct que de dire on est allé trop loin dans le thermique, dans l'isolation, et qu'il faut revenir à des logements où il y a des vérandas. Autrefois, on ouvrait la fenêtre le matin, à midi, on la refermait, et on rouvrait le soir, on avait des jalousies. À Bordeaux, on voit plein d'exemples comme ça qui marchent très très bien. On travaille avec l'ombre, par pitié, et on travaille avec des pièces plus grandes qui se ventilent, etc. Tout ça, un logement traversant en BBC, c'est très 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 difficile à faire, parce qu'on est dans la compacité, on est dans le plot. Vous allez avoir de plus en plus des urbanistes de plot. Tout ça, c'est des choses qui se jouent aujourd'hui, qui influent beaucoup sur la qualité du logement, qui sont techniques, donc c'est barbant, on préfère dire on a le label BBC, mais qui sont, pour moi, c'est vital. C'est pour ça que je fais que des logements en ventilation naturelle, que des bureaux en ventilation naturelle. Je peux vous dire que, par exemple, au ministère de la Défense que l'on fait en ce moment, 80% des surfaces, il n'y a pas de climatisation, c'est en ventilation naturelle. Mais c'est un travail de dingue pour arriver à faire ça. Mais je pense que c'est dans l'air du temps. On est dans un temps où on a eu la pierre, le fer, la technique, la très haute technique, le morphing. Aujourd'hui, on est dans l'ère de l'ascétisme. Je ne prône pas la décroissance, mais je prône une espèce de retour à du bon sens. On est un peu froid dans son logement l'hiver, on est un peu chaud l'été, je veux dire. On a des pièces pour se réfugier. Enfin, il faut réinterroger notre notion de confort dans les lieux de travail, dans le logement. C'est indispensable. Très bien, merci. On va s'arrêter. On va s'arrêter ce matin sur cette question de re-questionnement. Merci d'avoir ouvert toutes ces portes. Merci à vous tous, architectes, mais aussi Monsieur Blanc, Francine Faure, bien sûr. Merci. Et on se retrouve tout à l'heure, 14h15, pour la projection du film de Richard Coppens, puis la suite
de nos travaux sur l'expérimentation.